Donc bonjour à tous, donc, je suis Jean Pinault, un des deux vice-présidents de Citoyens Justice, parce que nous sommes deux vice-présidents. J'interviens donc au nom de Marielle Thuot, qui est notre présidente, qui sera là demain, qui seront avec nous demain. Normalement, c'est notre directeur général, Stéphane Landreau, qui aurait dû faire cette ouverture, mais hier, il a eu un petit problème de dos, même assez sérieux, qui l'a bloqué à Bordeaux, donc il s'en excuse, mais le connaissant, il suivra nos débats et nos travaux. Je ne vais pas être très long, je vais vous rappeler que la Fédération Citoyens Justice, comme le disait Hervé, donc on co-préside cette commission justice des enfants et des adolescents tous les deux, a une particularité, c'est qu'elle appuie ses positions et tous ses travaux sur le travail de ses commissions. Elle a 3 commissions, une commission post-sententielle, une commission pré-sententielle, et donc cette commission justice des enfants et des adolescents qu'on a nommée il y a quelques années comme ça, alors avant que c'était une commission justice des mineurs. Et j'insiste dessus parce que ça nous a paru important que ces questions, on ne les traite pas que sous ce vocable de mineurs qui nous paraissait trop large, et que derrière ces termes, il y avait peut-être mettre quelques petites précisions, et c'est dans ce sens que nous avons travaillé. Alors, on va dire qu'il n'y a jamais eu le Covid, hein. Donc avant, dans la vie d'avant, on arrivait à se réunir 3-4 fois par an et au moins une fois sur un territoire pour la commission. Ça nous paraît important pour 2 raisons. Déjà parce que pour le débat, c'est plus facile qu'on est tous ensemble et ça fait plaisir de se revoir tous sans être masqués, parce que quand on était masqués en visio, on ne se voyait pas bien. Et pas seulement, ça ne permettait pas de toujours avoir les débats comme Hervé l'a cité et dans l'esprit que nous le souhaitions. Nous voulons aussi venir sur les territoires parce qu'il nous paraît important, en tant que fédération, d'être très en lien avec les adhérents sur les terrains. Parce qu'on sait très bien que la France est variée et qu'il est important de voir exactement les difficultés, les questions qui se posent dans chaque territoire. Et donc, pour nous, c'est très important qu'on puisse maintenir ces réunions sur chaque territoire, à chaque fois que c'est possible, tout en sachant que sur le secteur de la justice des enfants et des adolescents, c'est beaucoup de petits services et que ça demande un effort important pour arriver à trouver ce temps de disponibilité, de déplacement. Mais c'est aussi un élément qui nous permet, nous qui sommes beaucoup à la centrale, à la PJJ, hein, dans les négociations de tous les textes qui arrivent, nouveaux textes de loi, nouvelles positions, ça nous paraît important pour être légitime dans la posture qu'on peut avoir, c'est de s'appuyer sur la réflexion et sur les débats que nous avons, et pas seulement en haut dans une fédération. Alors, nous, aller à Bordeaux, donc on n'est pas tout à fait en haut pour les gens en France, mais surtout bien s'appuyer sur l'appui de nos adhérents. Voilà, j'irai pas plus loin. Je pense qu'en fin d'après-midi, avec Hervé, on fera des conclusions. On aura le temps de le faire. Je remercie encore le CODAS parce qu'on les a, et la présidente, parce que doit faire 1 an et demi qu'on devait venir à Grenoble. Hein, comme quoi, quand on insiste un peu, on y arrive. Mais à cause de ce Covid que nous ne sommes pas venus. Mais sinon, il y a plus d'1 an et demi qu'on aurait dû être présent dans ces locaux. En tout cas, je vous en remercie, Madame Comte, et je vous laisse le micro. Mélanie, t'entends à côté ou pas? C'est vrai que le Covid n'a pas été un allié pour beaucoup d'entre nous et a révélé aussi des failles et des difficultés. Pour beaucoup d'entre nous, ça n'a pas eu que des effets pervers. Ça nous a aussi permis peut-être de revoir un peu nos méthodes, de nous rendre compte dans cette association dont je vais vous parler dans une demi-seconde, qu'il y avait des solidarités, qu'il y avait des ressources, qu'il y avait de l'innovation, qu'il y avait de l'engagement, ça on le savait, mais ça nous a renforcés dans l'idée qu'il fallait qu'on continue, qu'on accentue et qu'on tire parti de tout, y compris de ce qui n'était pas prévu et de ce qui ne nous faisait pas plaisir. Le CODAS, c'est quoi? C'est une association qui est née après la Seconde Guerre mondiale, un peu au départ dans l'esprit du Conseil national de la résistance et puis qui s'est normalement beaucoup transformée. Aujourd'hui, elle a plusieurs activités, protection de l'enfance, avec AMO, SAJAD, droit de visite, avec aussi un secteur d'hébergement assez important. Et c'est peut-être aussi beaucoup dans ce secteur-là que nos propos vont évoquer la neutralité.
Il y a également un secteur qui est financé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec un DITEP, un XAPA et puis des ACT. Si vous voulez que j'arrête de parler en sigle, je peux le faire. D'autre part, il y a également un dernier secteur qui n'est pas le moindre et qui est un secteur socio-judiciaire dans lequel nous travaillons aujourd'hui avec des enquêtes sociales rapides et puis avec 2 expérimentations qui sont, je dirais, un peu porteuses. Un travail avec des groupes de parole et des groupes plus généraux sur les conjoints violents ou sur la responsabilisation des auteurs de violences, je dirais, conjugales, pour faire vite. Donc le CODAS est très heureux de 2 choses. D'une part, qu'est-ce qui ne va pas? Et la prévention spécialisée. Madame Duvernay, comme d'habitude, a raison. La prévention spécialisée, que je n'ai pas oubliée, mais que je gardais sans doute pour la fin. Et je voulais simplement dire que je suis très heureuse, d'une part, que le CODAS soit un éminent membre, je vais dire ça comme ça, de la Fédération Citoyens et Justice, parce que le travail qui s'y réalise est intéressant. C'est une fédération. On est très attaché au système fédératif et on trouve que c'est un plus et qu'on est toujours plus intelligent et plus actif à plusieurs. Je suis aussi très contente, je le dis très simplement, de voir tous les participants dans cette salle et qui nous font l'honneur et l'amitié d'être avec nous. Il y a pas mal d'administrateurs du CODAS, aussi engagés que d'habitude, beaucoup bien sûr de salariés du CODAS, encore plus engagés que d'habitude. Et je m'arrête là et je passe la parole à Madame Rabinovitch. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, cher monsieur. Je suis très impressionnée d'être parmi vous. C'est le premier exercice pour moi, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Il faut quand même y revenir du fait de cette période Covid. Donc, c'est ma première sortie post-Covid, sans masque. Donc, je suis ravie de la faire auprès de vous. Je suis très impressionnée aussi de voir que cette salle est pleine. Vraiment ravie. Je suis par rapport à vous, évidemment, bien moins au courant très concrètement de la nature des difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur un sujet qui concerne le principe de la neutralité dans l'exercice de votre profession. Mais j'ai quand même quelques retours à vous faire. D'abord de la part de ce service des mineurs du tribunal judiciaire de Grenoble, qui à chaque fois que je peux les voir, et je les vois très régulièrement, et nous sommes à son chevet, ne serait-ce que pour faire passer le mieux possible la réforme du Code de justice des mineurs. À chaque fois donc que je rencontre mes collègues juges des enfants ou Madame Calment, qui est la coordinatrice du service, me disent à quel point ils aimeraient venir davantage vous rencontrer, à quel point ils souhaiteraient davantage aller sur le terrain auprès de vous. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, ce sont des calendriers et une densité de travail qui sont les seules explications au fait qu'ils n'arrivent pas davantage à se dégager du temps auprès de vous. Vraiment, je tiens à vous le faire savoir que véritablement, ils ont à cœur de développer encore davantage ce lien et de mettre en place un programme de déplacement au sein des différentes structures au sein desquelles vous travaillez. Mais vraiment, je voulais vous le dire, tous les matins et tous les après-midi, aujourd'hui, ils ont des audiences, ne serait-ce que pour éviter d'avoir des systèmes de double procédure entre l'ordonnance de 45 et le Code de justice des mineurs avec cette réforme qui complique quand même beaucoup les choses dans leur travail. Maintenant, j'en viens au sujet. Comment moi, présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, je peux aborder cette question? Je dirais avec les armes qui sont les miennes et en me disant tout d'abord, et vraiment je vous remercie encore infiniment de m'avoir invité à cette réunion et aussi d'avoir entendu tant de fois, tellement cela est juste, ce mot d'engagement. Parce que je crois que tout part de ce métier qui n'est pas comme les autres, que vous faites, comme celui de magistrat, qui sont des métiers d'engagement. Des métiers d'engagement qui vont au plus près, qui vont au plus juste, auprès des personnes, des mineurs, mais des familles aussi, hein, parce que vous l'avez dit, il ne s'agit pas seulement de mineurs, mais d'une conception plus globale aussi hein, de l'équilibre familial. Et tout à la fois, s'engager, se donner, et en même temps garder cette distance, revenir à la neutralité, accompagner, pousser, donner les moyens, discuter, et pour autant
faire cet effort, qui est un effort véritablement important, qui consiste à ne pas donner son avis, à ne pas faire part de ce que nous sommes les uns et les autres, et nous sommes tous différents. Il n'y a pas de raison, nous ne sommes pas neutres en soi. Il s'agit bien de faire un travail, y compris dans son activité au quotidien, pour garder cette obligation de neutralité à laquelle vous êtes tous astreints légalement, puisque c'est inscrit dans l'article 25 de la loi du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dit « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. » Neutralité d'autant plus importante dans ce métier d'engagement qui est le vôtre et qui suppose encore plus, à mon avis, d'efforts que dans d'autres, évidemment, métiers de fonctionnaires. Parce que vous êtes au sein de la famille à un moment donné, parce qu'à un moment donné, vous êtes si proche des mineurs que les limites doivent être à nouveau redéfinies, re-questionnées et réévaluées. C'est un travail, il me semble, quotidien. Il me semble qu'entre cette obligation qui finalement pourrait s'analyser comme une obligation d'impartialité aussi, cette obligation et en même temps de bienveillance et en même temps de justice. Donc il y a bien des moments où il faut rappeler les règles, et vous-même d'ailleurs vous y êtes instreint, puisqu'on sait qu'il peut y avoir, sous forme d'obligation déontologique, des poursuites disciplinaires. Éventuellement, c'est dire que cette obligation de neutralité qui est inscrite dans la loi, elle vit, et elle vit y compris au travers, malheureusement parfois, mais de ces procédures-là également, qui heureusement sont rares, mais qui existent également. Donc cet effort-là, il rejoint, à mon sens, par rapport à ce métier d'engagement, ce que je peux voir au quotidien en qualité de présidente de juridiction à l'égard des magistrats, qui ont cette obligation de neutralité également, de ne pas faire part, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'il leur en coûte, et il peut en coûter beaucoup, de donner son avis, de faire part, ne serait-ce que par quelques mots, de sa propre opinion. Donc voilà, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que chapeau, parce que ce sont des métiers, on le dit jamais assez, particulièrement délicats, du fait même qu'à la fois on est au plus proche et qu'en même temps il faut gérer cette distance et faire cette espèce d'aller-retour permanent et se re-questionner quasiment au quotidien, et vous allez avoir à en discuter. Dans chaque cas est un cas d'espèce au cours duquel vous êtes confronté à cette question et vous allez devoir vous la reposer, avec tout ce que ça peut impliquer de difficile pour chacun d'entre nous, sur ce que nous sommes aussi. Derrière, ce sont des tas de questions, évidemment, sur ce que nous véhiculons, sur notre propre histoire, etc. Je n'irai pas plus loin, car ceci, évidemment, appartient à chacun d'entre vous. Donc, voilà, je voulais surtout prendre la parole pour vous dire que vraiment, on a hautement conscience de cette difficulté, de cette absolue nécessité, évidemment aussi, et absolue nécessité dans un cadre républicain, et je n'en dirai pas plus, et je pense que nous avons d'autres participants qui s'en accapareront au niveau de la CEDH, au niveau de la Constitution, etc. Bien sûr que tout ça est issu de grands principes constitutionnels et que vous déclinez et qui sont très vivants dans votre quotidien. Donc bravo pour tout ça, et surtout, encore une fois, ce que je tiens à dire au nom du service des mineurs, c'est que chaque magistrat a hautement conscience de cette difficulté dans votre quotidien. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Madame la Présidente. Avant de laisser la parole à Monsieur le Procureur, je voudrais qu'on accueille Monsieur Delarue. Monsieur Delarue, vous venez de nous rejoindre. Vous nous aviez prévenu, effectivement, que vous ne pourriez nous rejoindre que vers 14 h. On vous accueille avec grand plaisir. Au nom du CODAS de la Fédération Citoyen Justice, je vous remercie chaleureusement de vous être rendu disponible pour accompagner nos échanges. On a eu l'occasion d'en échanger en amont. L'idée, c'est que vous puissiez, en tant que témoin et au regard de votre expérience, nous amener à réfléchir, à peut-être par moments complexifier notre pensée, un peu au sens de Morin, d'Edgar Morin, parce que c'est un sujet complexe et c'est un sujet effectivement qui a à voir avec la question de la relation à l'autre, et qu'il mérite qu'on y prenne beaucoup d'attention. Vous avez été contrôleur général des lieux de privation de liberté. Vous avez présidé, je crois, je ne me rappelle plus, redis-moi.
Ça n'a pas d'importance. Bon, c'est pas. Je vais quand même le dire. Voilà, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés. Et on vous invite vivement, je vous donnerai à plusieurs reprises la parole dans le déroulé de l'après-midi, à donner votre avis et à nous amener à réfléchir sur cette question qu'on va travailler aujourd'hui. Merci de votre présence. Laissez-moi vous dire d'abord bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Ma joie de participer à vos échanges qui concernent un sujet, comme il vient d'être dit, délicat, mais riche de potentialités. Et je voudrais dire simplement que je regrette de ne pas être physiquement parmi vous. Je déteste les visioconférences, mais il se trouve que la possibilité de venir n'était pas réaliste. Donc voilà, je serai très attentif à ce que vous pourrez dire les uns et les autres. Je suis très preneur de vos expériences. Chaque expérience enrichit les autres. En tout cas, moi, je suis bien convaincu de cela. Donc, je vais rester très attentif et bien sagement attendre que vous vouliez bien me donner la parole. Voilà, merci. Je redonne la parole à Monsieur Vaillant, procureur de la République. Merci, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Madame la Présidente, merci de nous accueillir donc, dans ces locaux du CODAS. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur Ternant, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée de m'avoir invité, parce que le thème de votre colloque d'aujourd'hui m'a un petit peu surpris, pour tout vous dire, et parce que la neutralité ne fait pas partie des valeurs au panthéon de mes valeurs, en tout cas. Voilà. J'ai bien conscience, et notre Présidente l'a rappelé, donc des obligations des fonctionnaires. Mais l'obligation de neutralité, ou la neutralité, c'est pas pour moi une des valeurs cardinales. J'en mets beaucoup d'autres avant la neutralité. Alors oui, j'ai bien conscience, comme nous tous, que chaque être humain a des préjugés. Donc j'en ai un paquet. Et je pense qu'on a tous des préjugés liés à notre origine sociale, à notre origine territoriale, à notre sexe, à notre éducation. On a tous des préjugés. Je suis convaincu aussi que dans notre métier de magistrat, mais dans votre métier aussi, nous avons un grand intérêt à nous introspecter un minimum pour connaître nos propres préjugés. Parce que ces préjugés que nous avons vont conditionner la relation que nous avons avec les autres. Et nous sommes un métier dans lequel nous devons être en relation avec les autres, dans lequel nous travaillons la relation avec les autres. Donc oui, nous avons des préjugés. Oui, il faut connaître ces préjugés, et parce que cet échange ne doit pas être perturbé par les préjugés qu'on a et qui ne sont pas les préjugés des personnes avec lesquelles on va travailler. Mais la neutralité que vous mettez comme valeur cardinale dans votre colloque aujourd'hui me semble, pour ma part, contraire à une valeur essentielle et que je mets bien au-dessus donc, de la valeur de neutralité, qui est la valeur de l'engagement. Engagement dont on a parlé dès les premiers propos introductifs à cette réunion d'aujourd'hui. Et l'engagement que moi je mets au premier plan dans mes valeurs professionnelles, c'est l'engagement en faveur de la République, des valeurs de la République. Et l'engagement que je mets donc, en faveur de la liberté d'expression. Je pense que ça, c'est une vraie valeur, la liberté d'expression, et que voilà, ma liberté d'expression, j'y tiens beaucoup plus qu'à ma liberté de neutralité ou à mon obligation de neutralité. Je tiens aussi beaucoup donc, à la valeur de laïcité. En tout cas, je tiens donc à un certain nombre de valeurs, aux valeurs qui sont celles de la République. Alors j'entends bien que la neutralité est une des valeurs de la République, elle est même une obligation pour les fonctionnaires, Anne Okler-Rabinovitch l'a rappelé. Mais je ne voudrais pas, et c'était un peu ça, donc ma crainte en arrivant dans ce colloque, je ne voudrais pas que la neutralité paralyse l'engagement, soit un frein à l'engagement. Voilà. Alors je pense que ça va faire partie, grosso modo, donc des sujets que vous allez aborder aujourd'hui. J'ai fait exprès, vous l'avez bien compris, donc d'intervenir un petit peu à contre-courant, à contre-pied. Voilà. Mais ce que je vous ai dit, je le pense vraiment. Pour moi, la valeur principale, c'est la valeur d'engagement, et la valeur de neutralité, elle arrive bien après. Voilà. En tout cas, je compte sur vos échanges pour montrer que peut-être que ces deux valeurs d'engagement républicain et de neutralité ne sont pas contradictoires, ne sont pas des valeurs antinomiques. Je pense en réalité qu'on doit pouvoir les faire se rejoindre. Voilà. Et je suis donc très heureux. Enfin, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui d'être avec Monsieur Delarue
que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises. C'est une de ces personnes, quand elle parle, on l'écoute. Voilà, donc vous avez beaucoup de chance de l'avoir avec vous cet après-midi. Voilà ce que je voulais vous dire à titre liminaire. Je ne serai pas plus long. Vous avez des tas de choses autres à vous dire. C'est bon. Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup à la fois à la Fédération Citoyen Justice et puis à la présidente du CODAS de nous accueillir aujourd'hui. On est venu à plusieurs au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse parce que c'est un sujet, bien sûr, qui nous mobilise depuis quelques années, la neutralité du fonctionnaire, tout en perdant pas notre engagement. Et je sais que c'est un sujet nouveau, en tout cas pour le secteur associatif habilité, d'où l'organisation, en tout cas, de votre réflexion. Alors, sujet nouveau, je ne vais pas effleurer ce que vont dire mes collègues au cours de l'après-midi, mais en tout cas, c'est vrai que l'obligation de neutralité, elle a été étendue suite à, d'une part, la promulgation de la loi du 24 août 2021 qui renforçait les principes de la République, dont le libellé a nécessité pour le ministère de la Justice de soumettre au Conseil d'État une demande d'avis pour essayer d'identifier si les obligations qui s'imposaient classiquement aux fonctionnaires s'appliquaient également au secteur associatif lorsqu'il exerçait la mission de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc le Conseil d'État a tranché en effet en ce sens-là. Donc c'est pour ça que cette réflexion, elle est aujourd'hui en partage commun entre la mission du service public et celle que vous exercez en tant qu'association. C'est important peut-être de bien avoir en tête qu'en tout cas, ce n'est pas une obligation qui s'impose aux associations. La liberté associative, elle demeure. Ce n'est pas l'obligation de neutralité de chacune de vos associations, c'est l'obligation de neutralité des professionnels dans leur posture éducative. Ça me semble vraiment important de bien l'avoir en tête dans le débat. De la même façon, c'est une obligation qui s'impose aux professionnels, qu'ils soient en établissement de placement ou dans un service demi-ouvert. Donc ça, c'est aussi important de bien le repérer, parce que souvent, nos réflexes en termes de neutralité, c'est de se dire, on pense tout de suite au foyer, au quotidien, avec des moments où la question va être plus apparente dans nos pratiques éducatives que dans un service demi-ouvert. Mais cette obligation de neutralité, elle s'impose vraiment à toute l'activité confiée par l'État et par la justice à vos établissements à partir du moment où ils remplissent la mission d'accueillir des mineurs sous main de justice. Alors, j'ai conscience que c'est une conduite de changement importante dans vos établissements. Ça va poser des questions, ça en pose sans doute d'ores et déjà, puisque ça va mobiliser chacun des directeurs d'établissements et de services pour expliquer les contours de cette obligation, distinguer ce qui relève de la liberté individuelle que nous avons tous, et puis de nos obligations, soit en tant que fonctionnaire, soit en tant que salarié d'une association engagée dans cette mission de service public. Donc c'est un petit défi pour essayer d'en comprendre collectivement les choses. Je trouve que voilà, c'est vraiment très très bien que votre fédération se soit mobilisée sur cette réflexion-là dès à présent. C'est en même temps un vrai levier, parce que je pense que c'est un vrai levier pour consolider la posture éducative que nous avons. La neutralité, ça ne veut pas dire taire les sujets et ne jamais aborder certains sujets avec des mineurs. C'est là toute la richesse en fait de la réflexion à laquelle nous oblige cette obligation de neutralité. Il s'agit de ne pas dire forcément il s'agit de ne pas s'engager dans une posture individuelle en tant que professionnel, mais par contre, il s'agit bien d'accompagner en tant qu'éducateur les mineurs qui nous sont confiés pour découvrir l'ensemble des champs qui leur sont soumis. Et puis, la dernière chose peut-être que je voulais préciser, c'est que la neutralité, ce n'est pas qu'une affaire de religion, ça j'y tiens beaucoup, c'est en tout cas très important de l'avoir en tête. L'obligation de neutralité, ça balaye tous les champs, politiques, philosophiques, voilà, et bien sûr religieux. Mais on ne parle pas que de neutralité religieuse. Voilà. Donc, voilà pour ces quelques mots d'introduction, monsieur le vice-président. Merci. Hervé, Voilà, alors est-ce qu'à ce stade des premiers échanges, monsieur Delarue, il y a déjà des choses que vous auriez souhaité exprimer ou qui
qui amènerait de votre part un commentaire. Merci. Je crois que beaucoup de choses ont été déjà dites, donc je ne voudrais pas prendre le risque de répéter ce que vous avez déjà entendu. Pour moi, je voudrais souligner fortement que le principe de neutralité ne doit pas être vécu comme une charge pesant sur chacun d'entre nous. C'est la contrepartie nécessaire des libertés qui sont données à chaque citoyen de ce pays. Pourquoi je dis cela? Parce que la liberté de chaque citoyen, c'est d'être traité également, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son apparence, d'être traité également de façon égale par l'administration, par l'État, par ceux qui ont une mission de service public. La traduction de cette égalité, ou plutôt le corollaire, comme dit le Conseil constitutionnel, c'est la neutralité des agents publics. C'est-à-dire ne pas prendre parti précisément sur cette apparence, cette couleur de peau, ces convictions, etc., que je viens d'énumérer, mais c'est de rester à cet égard neutre et d'assurer un service équivalent pour tous. Équivalent pour tous. C'est une garantie qui ne vaut pas pour tous les pays de ce monde. C'est une garantie qui est sans cesse répétée par les juridictions de ce pays. Je cite le Conseil constitutionnel qui, dans une décision de juillet 1984, a évoqué, ce qui n'est pas très éloigné de vous, les établissements de santé privés qui sont investis d'un service public. Et il a dit, ces établissements de santé privés qui exercent des missions de service public, je cite le Conseil, sont tenus pour l'accomplissement de ces missions de garantir l'égal accès de tous à des soins de qualité. Égal accès de tous à des soins de qualité. Et j'en veux une illustration très récente, qui est l'attitude à prendre vis-à-vis des patients du Covid. Parmi ces patients aujourd'hui qui entrent à l'hôpital, il y a ceux qui ont été correctement vaccinés, qui se sont pliés à cette logique incitative où nous ont conduit les pouvoirs publics, et puis il y a ceux qui ont refusé de se faire vacciner et qui sont aussi malades, et quelquefois plus. L'hôpital aurait pu dire, écoutez, ils ont pris le risque, tant pis. L'hôpital est tenu à distribuer à tous des soins d'égale qualité, vaccinés comme non vaccinés. Et ça, c'est une illustration très frappante de la neutralité à laquelle sont tenus les personnels soignants. Et ce qui vaut pour les personnels soignants vaut aussi pour les écoles publiques. Vous voyez le Conseil constitutionnel en 1983, la commande publique, Conseil constitutionnel 2001, et aussi, nous y sommes, pour le service public de la justice, Conseil constitutionnel, janvier 1980. Donc, le corollaire de cette égalité de tous devant le service public, sans lequel il n'y a pas de service public dans ce pays, c'est bien la neutralité qu'indique aussi le Conseil constitutionnel. Je cite une décision qu'il a rendue à propos d'une loi sur l'audiovisuel, ça nous paraît très éloigné, mais nous sommes toujours dans le même sujet. Les cahiers des charges, dit le Conseil constitutionnel, de ces sociétés, celles qui assurent donc la communication audiovisuelle, service public, il ne s'agit pas des sociétés privées ici, mais service public, doivent nécessairement se conformer aux principes fondamentaux du service public, et notamment aux principes d'égalité et à son corollaire, le principe de neutralité du service. C'est une décision de 1986. Et ce que je voudrais dire avant d'en venir à des problèmes un peu plus précis dans la suite du débat, c'est que ce principe de neutralité entraîne en effet des suggestions, des contraintes pour les agents publics ou ceux qui sont participants du service public, mais ces contraintes me paraissent bien ténues
par rapport à la possibilité qu'ils ont de devoir l'obligation qu'ils ont, pardon, de devoir respecter l'égalité des citoyens devant le service public. Ces contraintes, quelles sont-elles? D'abord, on ne touche pas à la liberté de conscience et à la liberté d'opinion des agents publics. Chacun d'entre eux garde sa liberté totale. Et je suis très sensible à ce que disait M. le procureur à l'instant sur l'engagement de chacun, qui est motivé par, en effet, la conscience, les convictions qu'a chacun. Mais ces convictions et cette liberté de conscience doivent trouver leurs limites dans l'expression qui doit se faire dans l'exercice du service. Et là, il y a une petite limite qui est en effet celle de ne pas faire connaître à l'usager ses préférences, ses convictions, ses opinions. Pendant l'exécution du service, l'agent public doit s'abstenir de tout acte, de tout propos qui pourrait faire douter non seulement de sa neutralité, mais, dit la jurisprudence que je ne veux pas citer ici, qui va un peu plus loin, de son loyalisme aussi à l'égard des institutions, c'est-à-dire des valeurs de la République. Mais en dehors du service, cette liberté d'expression recouvre tous ses droits. Cette limite, elle ne vaut que pour le moment où vous êtes en charge de l'exercice du service public, et non évidemment en dehors de ce service, avec deux petites exceptions qui sont les emplois supérieurs du gouvernement, dont la liste est donnée par décret. On attend d'eux un loyalisme un peu accru, mais ça ne vous concerne guère, me semble-t-il. Et puis aussi ce qu'on appelle dans la fonction publique, mais ça n'est pas en cause ici, le devoir de réserve. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien là, en effet, une contrainte qui pèse sur les agents, celle de ne pas faire connaître aux usagers leurs convictions et leurs opinions. Mais c'est la seule, c'est la seule. Et encore une fois, cette contrepartie me paraît faible au regard de l'enjeu très important de notre pays et qui, encore une fois, se singularise par rapport à bien d'autres, qui est que chaque citoyen qui se rend au service public, que ce soit en matière de santé, de transport, de justice, de ce que vous voudrez, doit avoir l'assurance absolue d'être traité également par les agents publics qu'il va avoir sous ses yeux, au guichet, etc., etc. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, le principe de neutralité, c'est une garantie essentielle de fonctionnement du service public, c'est une garantie essentielle donnée aux citoyens de ce pays. Et comme il vient d'être dit excellemment par l'intervenant de la protection judiciaire de la jeunesse, ça ne vaut pas uniquement, parce qu'on est tous polarisés là-dessus, sur les questions religieuses, mais ça vaut aussi pour les questions politiques, les questions philosophiques, bref, tout ce qui pourrait porter atteinte à la conviction d'autrui, à la conviction intime des usagers. Et donc, il s'agit là d'une garantie minimale qui est de dire, monsieur, madame, vous avez devant vous quelqu'un, agent du service public, dont vous pouvez être sûr qu'il respecte ce que vous êtes. Voilà à ce stade ce que je souhaitais dire. Alors, merci pour cet enrichissement. Je crois qu'il y a une demande de prise de parole de la part de Mme Rabinovitch. Et puis après, on laissera la parole à Katia Buisson, qui sera un peu le socle sur lequel on pense lancer les échanges. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, évidemment, pour la richesse déjà du démarrage de ces débats. J'ajouterais, de la part de la présidente que je suis du tribunal judiciaire de Grenoble, j'ajouterais bien sûr, sans aucune nuance et rien à préciser, évidemment, par rapport à ce qui vient d'être dit, mais que décliner dans le cadre d'un mandat donné par un juge à une association et donc à un éducateur sur une prise en charge d'un mineur dans le cadre d'une famille, et c'est une notion que je vous livre, ce qui est évidemment attendu aussi de la part de la justice et qui a à voir avec tout ce qui a été dit, c'est l'impartialité. L'impartialité et le fait en effet d'avoir traité comme on aurait traité n'importe quel autre mineur dans les mêmes conditions, de quelque origine, de quelque religion qu'il soit, qu'on aurait traité cette personne dans le respect de l'égalité et dans le respect
de cette neutralité absolue. Donc vraiment cette notion d'impartialité qui renvoie à ce mandat qui est confié par la justice. Ce qui est d'abord attendu, en effet, c'est que dans le cadre de sa mission, cet accompagnement qui est fait du mineur soit fait en parfaite justice, j'oserais le dire, puisqu'on parle de service public, c'est le service public de la justice dont nous parlons, et ce service public de la justice, il a cette notion particulière d'impartialité, de justice. Derrière, ce sont des décisions lourdes qui sont évidemment prises pour ce mineur et pour ses familles, particulièrement attentatoires, bien sûr, on en a tous conscience, aux libertés, parmi les plus attentatoires. Et donc, ça nous oblige tous collectivement à encore davantage de garanties à la hauteur de cette atteinte. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que la neutralité, elle doit permettre d'atteindre cette impartialité qui va faire que votre travail, cet accompagnement, il offrira toutes les garanties pour que derrière, il y ait un juge qui rende lui-même une décision juste, à la hauteur des enjeux de cette famille et de l'avenir de ce mineur. C'est juste, le reste, je vous le livre, mais c'est encore une fois le point de vue que je souhaitais apporter à vos débats.